Carré de Luzançais, je suis vigneron sur Gigondas et les vignes autour de la maison. Le domaine, c'est le domaine Saint-Gaillan. Je suis la 12e génération sur le domaine, génération rapportée parce que je suis le gendre de la famille. Mon beau-père avant, Jean-Pierre Meffre, a succédé à ses aïeux pendant 11 générations du coup. Et voilà, on a repris avec ma femme depuis 2 ans déjà. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, comme je disais, on est sur Gigondas, au pied des dentelles de Montmirail, qui sont juste à côté. On a la chance d'avoir la majorité des vignes du domaine autour de la maison, ce qui est quand même une belle facilité pour le travail. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une réelle spécificité en termes de terroir sur nos vins, puisque nous on est au pied des dentelles mais dans la vallée du Trignon, qui est une rivière qui fait la séparation entre Gigondas au sud et Sablé au nord. Le domaine est à cheval sur les deux villages et donc on bénéficie du terroir de Gigondas et aussi du terroir de Sablé plus au nord. C'est une vieille appellation, grande tradition, une vieille tradition viticole. Jusque dans les années 60 à peu près, la culture principale c'était l'olive. Et avec une belle proportion de vignes, puisque on cultive la vigne sur le village depuis après les gènes successifs de la fin des années 50, il a fallu se reconvertir et la vigne a laissé place à la vigne en termes de culture majoritaire. Aujourd'hui, quasiment toutes les cultures qui se font sur Gigondas sont une grosse majorité de la vigne. Vous pouvez nous dire 2 mots sur les cépages? Quels sont les cépages de Gigondas et particularités de votre vin? Alors, les cépages principaux sur Gigondas, en premier lieu il y a le grenache, qui est le cépage majoritaire, vraiment le cépage roi sur le village, sur l'appellation. Ensuite il y a 2 cépages secondaires qui sont la Syrah et le Mourvèdre. Donc la Syrah qui vient un peu plus de la vallée du Rhône Nord et le Mourvèdre qui vient plus du littoral provençal. Et ces deux, alors le grenache donne la trame générale des vins sur Gigondas en donnant vraiment une belle structure, pas mal de volume et un fruit qui est très particulier et sur des vins qui sont élevés en particulier, pas mal de côté épicé, des arômes très complexes. À côté de ça, vous avez la Syrah qui rapporte une couleur un peu plus intense, des notes plus fruitées, plus florales parfois, et le Mourvèdre qui complète le tout par une structure un peu plus marquée, pareil, une palette d'arômes un peu plus épicée sur le Mourvèdre, et pareil, pas mal de couleurs ça intensifie la couleur de l'assemblage. Tout ça mis ensemble, du coup ça donne des vins qui sont pas mal complexes. Alors il faut savoir aussi qu'en vallée du Rhône, la tradition c'est d'avoir des vins d'assemblage. On peut aujourd'hui faire des vins de monocépage avec le grenache, puisque c'est le cépage majoritaire. Jusqu'à une période très récente, on était obligé de rester sur des assemblages. Donc après, il fallait jongler entre les proportions autorisées par le cahier des charges et puis la manière de faire et le goût de chaque vigneron. Et c'est ça aussi qui fait aussi les spécificités, les différences entre les caves et la variété dans les différentes Gigondas en fait. Mais la trame générale, c'est du grenache qui donne vraiment cette ligne directrice sur le Gigondas et qui permet au terroir de s'exprimer à travers les vins. D'accord, merci beaucoup. On va passer à la dégustation maintenant. Allez. À Saint-Gaillan, vous avez aussi du Châteauneuf-du-Pape. On a aussi du Châteauneuf-du-Pape. On a eu la chance, fin des années 80, d'acquérir une
petite parcelle du côté de Courthézon, qui est un village qui fait partie de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. On faisait du rouge avant, parce qu'elle était déjà plantée en rouge. Et en 2016, qui est le dernier millésime en rouge, la vigne avait vraiment beaucoup de mal. C'était jamais vraiment remise de la sécheresse de 2003. Et on a pris la décision de l'arracher. Une vigne qui avait presque 90 ans, la jaune rame. Et quand il s'est agi de la replanter, on a fait le pari de la replanter en blanc pour nous permettre de compléter notre gamme qui avait déjà deux blancs, qui contenait déjà deux blancs. Il nous manquait un blanc haut de gamme. C'était l'occasion. N'ayant qu'une parcelle, on ne pouvait pas continuer de faire des rouges. Si on avait voulu refaire des rouges, il aurait fallu attendre entre 15 et 20 ans avant d'arriver à un niveau équivalent à ce qu'on avait avant l'arrachage. Là, c'était un peu compliqué. Et le Châteauneuf-du-Pape blanc, quelles sont les caractéristiques en 2 mots? Là, on est sur un terroir qui est vraiment typique du terroir de Châteauneuf, argile rouge, galets roulés, vraiment très caractéristique. En encépagement, par contre, pareil, on aime bien ne pas faire comme les autres. En fait. On a choisi un encépagement plutôt original par rapport au reste de l'appellation. En fait, il est basé sur la clairette. On est à peu près 50% clairette, pour moitié en particulier sur de la clairette rose. C'est un cépage qui n'est pas très répandu, mais dont on a l'expérience sur le domaine, puisque à Saint-Gaillan, on a beaucoup de vieilles vignes encore. Et beaucoup de ces vieilles vignes ont été bien souvent complantées au fil du temps, complétées et complantées avec différents cépages. Et il se trouve qu'on avait plusieurs parcelles où on avait des blancs et des rouges mélangés, et en particulier on avait pas mal de clairette rose, et sur des terroirs plutôt secs. On s'est rendu compte très vite, depuis très longtemps, on sait que la clairette rose résiste bien à la sécheresse, aux fortes chaleurs. Et dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, on a trouvé que c'était un choix plutôt judicieux pour une nouvelle plantation. Donc voilà, on est à 50% clairette pour moitié blanche et rose. On a du grenache blanc, des piques-poules et du bourboulin. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tous les cépages qui font notre Châteauneuf-du-Pape. Voilà. D'accord. La clairette pour la trame générale, vraiment pour le côté volumineux et les arômes qu'elle apporte. Le grenache blanc, parce qu'évidemment pour la vallée du Rhône, c'est un cépage incontournable. Et les choix du picoul et du bourboulin viennent de notre expérience avec les deux autres blancs. Ce sont des cépages qui sont aromatiquement plutôt, on va dire, simples, mais c'est des cépages qui ont des acidités naturelles très, très élevées et qui permettent à l'assemblage de se tenir et déjà d'avoir de la fraîcheur qu'on attend pour un blanc, et surtout une tenue dans le temps grâce à l'acidité naturelle que ces deux cépages apportent, ce qui nous permet, nous, de rester dans notre ligne, dans notre manière de faire des vins, à savoir de faire des vins de garde. D'accord. Et le millésime, donc on est sur un 2000. Là, on est sur un 2022. 2022, qui est un millésime. C'est un bon millésime. En plus, là, pour le coup, c'est le deuxième millésime de cette cuvée. Puisqu'on a commencé à faire des Châteauneuf blancs en 2021. Et donc ça, c'est le deuxième millésime pour ce vin-là. D'accord, merci. Donc on va passer à la dégustation. Origine, c'est la cuvée historique du domaine, ça. Donc avec l'assemblage, la vinification, l'élevage tel qu'on le fait quasiment depuis que la famille est installée sur le domaine et qu'elle fait du vin. On est sur un assemblage classique de Gigondas, un grenache Syrah Mourvèdre, un grenache à 80% à peu près. Au niveau de la vinification, on est sur du traditionnel, vraiment traditionnel pur. C'est-à-dire traditionnel. Vinification en cuve béton. On fait des
des remontages, des délestages, donc on brasse bien le vin, on brasse bien, on mélange bien tout ce qui est matière marc avec le mou, comme on appelle, quand c'est pas encore du vin. La cuvaison, donc la période pendant laquelle on laisse le vin et le marc dans la cuve pour infuser, en fait, dure 4 semaines minimum, puisque après on s'adapte en fonction du millésime, donc du profil du vin. C'est jamais figé, mais on a toujours la même manière de faire. Et après cuvaison, les vins sont séparés du marc et ils restent en élevage, en cuve dans un premier temps, puis en bois. Et l'élevage en bois, donc on le fait dans des demi-nuits et dans des foudres. Les demi-nuits étant des tonneaux de 600 litres et des foudres, des tonneaux beaucoup plus gros. Ça va de 18 à 30 hectolitres. Combien de temps à peu près vous les laissez? On les laisse à peu près 1 an. 1 an. Ouais. Mais pareil, c'est toujours en fonction du profil du millésime. Il y a des millésimes qui demandent que 1 an, voire même qui demanderaient peut-être moins des fois. Mais on les laisse 1 an en bois parce que on a des vins qui demandent quand même un minimum d'élevage. Et pour les millésimes un peu plus légers, on va dire, je me débrouille pour mettre en bois 2 ans, un peu plus entre 18 et 24 mois d'élevage pour être sûr que le vin va tenir le coup. Et à quel moment vous faites l'assemblage? Alors l'assemblage se fait relativement tôt après les vinifications. Pareil, ça dépend beaucoup de la logistique en cave, ça dépend beaucoup de la place que j'ai en cave. Ça peut être de suite après les vinifications, comme ça peut être 1 an après. D'accord. Donc ils sont ensuite finis en cuve, Ouais. donc, mais une fois assemblés. Hein. Voilà, tout à fait. Là, si vous voulez, l'élevage en bois est fait systématiquement après l'assemblage. Voilà. Et donc, j'essaie de le calculer toujours pour que la mise en bouteille ait lieu, pas de suite après, mais rapidement après la sortie de l'élevage. Comme ça, les vins ne traînent pas en cuve, ils sont bouteillés de suite, et comme ça, je suis sûr qu'au moment où j'ai décidé de sortir le vin des bois, je vais le laisser 2-3 semaines pour se poser, et après, je le mets en bouteille. Merci. Plus sur le vin à la cuvée, quoi. Donc ça, c'est ma cuvée Fond Maria. C'est une cuvée spéciale, c'est une sélection parcellaire. Une cuvée que mon beau-père a fait en 97. Au départ, c'était dans l'esprit de faire un vin qui correspond au goût américain, parce que dans les années 90, on a succombé à la mode, j'avoue, mon cœur défendant. Mais bon, il fallait passer par là et il fallait avoir un vin qui soit suffisamment costaud et qui ait un bon profil pour supporter le bois neuf. Mon beau-père a choisi ces parcelles-là, donc ces 2 parcelles qui sont placées un peu plus au sud, un peu excentrées par rapport aux vignes du domaine. Parce que c'est des raisins qui ont toujours eu un très haut profil, bel équilibre entre la maturité et l'acidité, très beaux fruits. C'est des vignes qui sont relativement jeunes, puisque c'est des vignes qui ont été replantées, qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années. Donc c'est relativement jeune pour le reste du vignoble de Saint-Gaillan. Mais même jeunes, elles ont toujours donné des très très beaux raisins, belle qualité, toujours constant. Et en fait, la petite histoire avec cette parcelle-là, c'est que c'est l'arrière-grand-mère de mon beau-père qui a acheté les terres pour la source qui sort sur ces parcelles-là. Il y a une source qui ressort à cet endroit-là. Et à l'époque, la source qui alimentait le domaine était en train de baisser dangereusement. Il fallait trouver une source alternative pour continuer à être alimenté en eau sur la maison. Et donc ils ont trouvé cette source-là. Et elle s'est battue à coups d'argent, à coups de pièces d'or aussi,
à l'époque, donc c'était fin 19e, pour acquérir cette parcelle et la source qui allait avec. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est une des parcelles qui nous donne les plus beaux raisins du domaine. Et la source coule encore dans la cour. Et la source s'appelle Fond-Maria? Et la source, alors c'est mon beau-père qui l'a appelé, qui a appelé cette cuvée Fond-Maria, qui en provençal est diminutif de la fontaine de Maria, justement en hommage à son arrière-grand-mère, grâce à qui on a encore de l'eau aujourd'hui, de l'eau naturelle. D'accord. Voilà. Là, la particularité après au niveau technique, donc la vinification, on a fait comme pour l'origine. On est sur un assemblage Grenache-Syrah. Et la spécificité, elle est surtout dans le profil du vin, comme je viens de le dire, et aussi dans l'élevage, puisque ça, c'est un vin qui passe 2 ans en boise. Ça, c'est systématique. Alors, il y a une partie du volume qu'on garde pour le Fond-Maria, le reste du volume va dans la cuvée origine. Et ce qu'on garde pour faire le Fond-Maria, en fait, passe 2 ans en bois. Une première année dans un bois plutôt récent, et la deuxième année dans un vieux bois pour masquer un peu les goûts de bois neuf. Ça fait un vin qui est bien costaud et qui, de toute façon, dès le départ, est suffisamment solide pour tenir un élevage long et qui garde malgré tout beaucoup de fraîcheur. D'accord. Est-ce que ce sont des vins de garde? Est-ce qu'on peut le garder quelques années? Oui. Les 3 Gigondas, vous pouvez les garder minimum une quinzaine d'années après achat. Entre 15 et 20 ans, même peut-être plus sur des bons millésimes, on peut les garder beaucoup plus. Merci. Ça, c'est la cuvée Innomine Patrice. Ça, c'est une autre sélection de parcellaire. Là, on est sur un Grenache pur, sur des vignes qui ont entre 95 et 120 ans. C'est plus vieille vigne du domaine. On a commencé à faire ça en 2010 parce que mon beau-père voulait mettre une petite empreinte ancestrale, on va dire, dans la gamme, parce que c'est un vin que son père, c'est un type de vin que son père apprécie beaucoup, et il a voulu rendre hommage à son père en sortant cette cuvée-là. C'est un vin qu'on fait tous les ans, une cuvée qu'on fait à part tous les ans, et dont tout le volume avant allait dans la cuvée origine. Et c'est une cuvée comme le Fond-Maria, dont on fait très peu de bouteilles. Là, on est sur entre 1000 et 1200 bouteilles par an. Les années où on en fait, parce qu'on peut vraiment rester sur une qualité optimale sur ce type de vin. Donc, outre l'âge respectable des vignes, la particularité de ce vin, c'est que on avait essayé dès le début d'avoir une influence à la cave sur le profil du vin pour essayer de le rendre buvable plus rapidement. On a essayé pendant 3 ans, on n'a jamais réussi. Les raisins ont toujours fait ce qu'ils voulaient, les vinifications se passaient très bien. À chaque fois qu'on essayait d'influencer un peu en cave sur le profil du vin, ça n'a jamais marché. En 2013, on a dit c'est bon, ça suffit, on va faire comme on faisait avant, et ça se passe très bien depuis. Là, on a un peu changé le mode opératoire sur une vinification et surtout un élevage, sur un élevage classique sur ce vin-là, un élevage en bois. On est passé sur un élevage en jarre. C'est avec ce vin-là qu'on a commencé à tester les jarres et leur influence sur l'élevage. Et pour ce vin-là, comme on savait qu'on allait le garder longtemps et que c'était un vin qui était fait pour être vraiment gardé très très longtemps, on a fait le choix de prendre des jarres en grès. Donc ça, c'est un mélange d'argile et de sable. Et la cuisson, en fait, les cristaux de silice viennent boucher les pores de l'argile, ce qui fait qu'on a une micro-oxygénation de par la nature même du matériau, mais qui est beaucoup plus limitée et beaucoup plus longue.
Ce qui fait que nous, on peut garder, lui, il est resté, oui c'est ça, il est resté 3 ans en jarre. 3 ans, déjà. Sans bouger, sans altérer le profil, et au contraire, justement, ça a permis au vin ça nous a permis de sublimer le vin en l'habituant à une micro-oxygénation pour vraiment avoir un truc qui dure vraiment longtemps. D'accord. On a parlé d'alcool, Oui. Maintenant le taux d'alcool augmente, a priori avec le réchauffement climatique, avec la chaleur qu'il fait. Vous pouvez nous dire 2 mots sur le Là, en taux d'alcool? l'occurrence, on est sur un vin qui est à 15 degrés de midi. Et ça, alors, le profil est très équilibré, gustativement, ça pose aucun problème. On n'a pas cette sensation de brûlure qu'on a sur des vins qui sont trop forts en alcool et déséquilibrés. Là, on est vraiment sur un très bel équilibre. Malgré tout, c'est un vrai challenge pour nous autres vignerons par rapport au changement climatique, c'est de faire face à cette montée du degré d'alcool très rapide avant les vendanges, pendant le mois d'août en particulier, où on est de plus en plus obligé de vendanger plus tôt pour limiter le degré d'alcool. Le problème de ça, c'est que derrière, la maturité qu'on appelle phénolique, donc la maturité de l'équilibre biochimique du vin, elle n'est pas forcément atteinte, même avec des degrés de sucre très, très élevés. Et là, on est vraiment sur un gros dilemme entre le côté commercial, où on a du mal à vendre des vins qui sont trop alcoolisés, et le côté qualitatif, où on est quand même obligé de rester sur un produit qualitatif et de vendanger les raisins mûrs pour avoir un vin de qualité. Et là, on est vraiment sur un gros dilemme, et chaque année, on est obligé de jongler. C'est très difficile, et de plus en plus avec le réchauffement climatique. D'accord. Alors cette année, parce qu'on est en 2025, c'est l'été, c'est la fin de l'été, vous allez passer aux vendanges. Qu'est-ce que vous espérez pour les vins de cette année? J'espère qu'ils ne monteront pas trop en alcool, justement. Pour l'instant, les maturités sont relativement normales. On est globalement sur des belles maturités là, pour l'instant. Les vins, on est au mois d'août, les vins ne sont pas mûrs, en particulier, les raisins ne sont pas mûrs, en particulier les rouges. Les blancs commencent à se profiler, ça commence à se préciser. Mais les rouges, on peut encore attendre. Il n'y a pas d'urgence.